Bien, on continue cette session avec des aspects plus hardware et donc la présentation de Damien sur Memory Centric Artificial Intelligence. Merci Damien. Bonjour, merci pour l'invitation à participer à ce forum qui est vraiment extrêmement intéressant. Et donc, je vais vous présenter des choses un petit peu différentes en référence à nos travaux vraiment sur l'avenir des ordinateurs pour consommer nettement moins d'énergie et tout particulier pour les tâches d'intelligence artificielle. Puisque la motivation de tous nos travaux, en fait, c'est que l'intelligence artificielle, qui est devenue évidemment une tâche extrêmement importante dans les data centers et dans les dispositifs mobiles, au niveau de la consommation énergétique, est quelque chose de relativement hors norme. Et voilà quelques chiffres que j'aime bien montrer. Si on regarde les prototypes actuels de véhicules autonomes, la consommation électrique liée à l'intelligence artificielle est quelque chose de l'ordre de 2000 watts. Si on compare au cerveau d'un conducteur humain, la consommation énergétique du cerveau entier est de seulement 20 watts, dont seulement une petite partie est réellement consacrée à conduire. Donc cet exemple, qui est un exemple un peu anecdotique, mais ça nous montre, ça illustre quand même un peu l'écart qu'il peut y avoir entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Et cet écart, il devient même totalement hors norme quand on regarde vraiment à la partie apprentissage des intelligences artificielles. Si on regarde par exemple GPT-3, qui est un des modèles d'intelligence artificielle les plus sophistiqués qui était entraîné, faire un run d'entraînement sur ce modèle consomme 200 000 kWh, qui correspond à peu près à 1000 ans de consommation énergétique d'un cerveau humain. Et évidemment, ça n'a pas marché du premier coup. Des runs d'entraînement comme ça, il a fallu en falloir beaucoup, ce qui a conduit à une consommation électrique absolument colossale. Donc, on sent qu'il y a un problème autour de l'IA, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle aujourd'hui l'IA est massivement faite sur le cloud. Il y a en général, notre smartphone incorpore peu d'IA. Il charge, quand on parle au smartphone, ce qu'on dit est réellement chargé sur le cloud et analysé dans des data centers. Et ça aussi, au niveau consommation énergétique, c'est absolument pas favorable. Et par le fait que le cerveau est capable de faire des tâches similaires avec beaucoup moins d'énergie, on sent qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre. Et en fait, quand on regarde la consommation énergétique des ordinateurs ou des cartes graphiques quand ils font de l'IA, on se rend compte que le problème est extrêmement lié, comme ça a été mentionné dans l'exposé précédent, au mouvement de données. Et tout particulièrement, ce qui est extrêmement coûteux, c'est les accès mémoire. En fait, tout le monde sait que les accès mémoire dans les ordinateurs, c'est quelque chose de coûteux, mais tout le monde ne réalise pas à quel point c'est vrai. Donc, si on regarde ces chiffres qui viennent d'un ordinateur moderne, et si on considère que l'énergie nécessaire pour additionner deux entiers est une énergie 1x, l'énergie nécessaire pour accéder à ces deux entiers en mémoire est en fait beaucoup plus élevée. Si les deux entiers sont stockés dans le mémoire cache de l'ordinateur, cette énergie est 60 fois plus élevée, et si elles sont stockées dans la mémoire RAM externe de l'ordinateur, c'est 3000 fois plus élevé. Et en fait, dans les modèles d'intelligence artificielle, c'est relativement dramatique, puisque les modèles d'intelligence artificielle ont énormément de paramètres, nécessitent énormément d'accès données et donc énormément d'accès mémoire. Et en parallèle, finalement, les modèles d'intelligence artificielle ne sont pas si sophistiqués que ça au niveau mathématique et finalement ne dépensent pas tant d'énergie sur les calculs eux-mêmes. Donc, on se retrouve en fait avec une consommation énergétique qui est ultra dominée par les accès mémoire. Et ça, c'est vraiment profondément différent du cerveau, puisque le cerveau n'a pas une banque de mémoire avec tous les paramètres du cerveau séparés d'un endroit du cerveau consacré au calcul où se font tous les calculs. En fait, dans le cerveau, tout est complètement intégré. La mémoire est vraiment localisée au niveau des synapses, qui sont complètement colocalisées avec les neurones qui font effectivement le calcul. Donc finalement, en simplifiant un peu, le cerveau ne dépense vraiment que cette énergie et évite complètement de dépenser celle-là. Donc évidemment, une piste, si on veut réduire la consommation énergétique de l'IA considérablement, c'est de faire des nouveaux types d'ordinateurs où la mémoire et le calcul seraient beaucoup plus colocalisés. Or, pour faire ça, il y a des problèmes conceptuels, mais il y a aussi un problème profondément technologique. Les technologies qu'on utilise pour faire des grandes quantités de mémoire ne sont pas vraiment compatibles avec les transistors avancés qu'on utilise pour faire des ordinateurs modernes. Et donc, c'est une grosse limitation pour cette approche de mélanger le calcul et la mémoire qu'on aimerait mettre en place. Or, aujourd'hui, dans le monde de la microélectronique, tout est en train de changer. C'est une révolution dont on parle relativement peu, mais il y a des nouveaux types de mémoire qui sont en train d'émerger, qu'on appelle des mémoires résistives, qui viennent des nanotechnologies. Donc, il y en a tout un tas de types. Il y a des mémoires résistives à changement de phase, des mémoires magnétiques MRAM. Ce sont des mémoires, en fait, ce sont des nanocomposants. Et quand on applique une tension assez élevée dessus, on peut, par différents effets physiques, changer la résistance électrique du composant.
Et cette résistance électrique, c'est vraiment l'état mémoire du composant. Et ces composants, ils ont le grand avantage, c'est qu'ils sont tout petits parce que c'est nos composants, mais aussi ils sont complètement compatibles avec les transistors CMOS. En fait, ils s'intègrent vraiment au-dessus des transistors. Ça, c'est une image microscopie électronique d'une puce moderne avec ces technologies. En gros, vous avez les transistors qui sont en dessous. Et là, au niveau des interconnexions entre les transistors, entre deux interconnexions, on a le nanocomposant qui est un composant mémoire. Et donc, du coup, comme ces technologies sont toutes petites et complètement compatibles avec le CMOS, c'est vraiment la technologie idéale pour faire cette vision de mélanger calcul et mémoire. Et c'est des technologies qui étaient dans le monde académique jusqu'à peu, mais qui sont vraiment passées en production industrielle ces 2 dernières années. À vrai dire, il y a même certains produits aujourd'hui qu'on peut trouver qui ont ces nouvelles technologies mémoire. Par exemple, ce modèle luxe des Fitbit, le microcontrôleur a la mémoire embarquée est faite avec une de ces mémoires, la mémoire MRAM, même si elle est encore utilisée d'une manière très classique, en remplacement de la mémoire flash. Et donc, nous, notre vision, nos recherches, c'est vraiment d'utiliser ces technologies, mais de les utiliser d'une manière plus proche du cerveau en les intégrant en calcul. Pour faire ça, malheureusement, ces technologies viennent tout de même avec un vrai challenge. Parce que c'est des composants qui viennent des nanotechnologies qui fonctionnent, par exemple, en bougeant littéralement des atomes à l'intérieur du composant, donc un fonctionnement très, très microscopique. Et malheureusement, ce ne sont pas des composants extrêmement fiables. Donc ça, c'est par exemple des mesures qui viennent de Intel. Ils ont un process comme ça avec ces nouvelles mémoires intégrées dans leur technologie 22 nanomètres. Et on voit que les erreurs au niveau des bits individuels peuvent être de l'ordre de 10-5. Donc, pour parler standard de l'électronique numérique, c'est un taux d'erreur complètement colossal, qui signifie que dans les produits industriels, comme la mémoire Fitbit, comme la montre Fitbit que je viens de vous montrer, l'industrie doit utiliser des codes correcteurs d'erreurs extrêmement forts pour réussir à éliminer toutes ces erreurs. Et ces codes correcteurs, ça a un coût en surface, en énergie, qui est assez élevé. Et là aussi, notre inspiration, encore le cerveau. Puisque le cerveau fonctionne aussi avec des nanocomposants. Donc, les nanocomposants du cerveau, c'est les canaux ioniques et les synapses. Et en fait, les composants qu'utilise le cerveau pour calculer, c'est aussi des composants qui sont très, très loin d'être parfaits. Donc, les canaux ioniques, en fait, ce sont des sources de courant, mais quand on regarde, on se rend compte que c'est quasiment que du bruit. Et les synapses, ce sont des mémoires, mais quand on regarde, la fiabilité des synapses est extrêmement mauvaise. En fait, très souvent, quand on demande, on lit en quelque sorte, on fait une opération de lecture sur une synapse, c'est-à-dire on transmet une information, bien souvent, la synapse ne s'active pas et l'information n'est même pas transmise. Et ça peut être dans certaines synapses jusqu'à 30% du temps. Donc là, on sent un contraste entre nos ordinateurs où on a l'habitude de travailler les choses de manière extrêmement fiable, avec des calculs à virgule flottante à haute précision qui donnent toujours absolument le même résultat. Et si on a des problèmes de fiabilité, on les élimine avec la correction d'erreur. Et le cerveau qui, lui, se débrouille avec des calculs, des composants beaucoup plus imprécis et des calculs beaucoup plus approchés. Donc, en gros, tous nos travaux, c'est vraiment prendre ces nouvelles technologies mémoire, les intégrer au plus proche du calcul et essayer d'accepter leurs imperfections, un peu comme le fait le cerveau, c'est-à-dire réussir à faire des calculs fiables, mais sans éliminer toutes les erreurs au niveau des nanocomposants. Donc, on travaille ça depuis plusieurs années et je vais juste vous montrer 2 réalisations. Donc, une réalisation qu'on a, c'est d'utiliser ces technologies mémoire pour réaliser ce qu'on appelle un réseau de neurones binarisés. Un réseau de neurones binarisés, c'est un réseau de neurones vraiment classique comme ceux du deep learning, avec des neurones qui sont connectés avec des synapses, mais qui a été très simplifié dans le sens où les synapses ne peuvent prendre que 2 valeurs, 1 ou moins 1, et les neurones ne peuvent prendre que 2 valeurs, 1 ou moins 1. Donc c'est énormément simplifié par rapport à un réseau normal où les neurones et les synapses prennent des valeurs réelles flottantes. Et on en met par contre plus de synapses et plus de neurones. Et incroyablement, ces réseaux de neurones extrêmement simplifiés, ils sont capables d'avoir des performances tout à fait élevées, pas tout à fait l'état de l'art, mais pas si loin, sur des tâches comme la reconnaissance d'images. Mais comme tout est binaire, pour l'implémenter en électronique, c'est beaucoup plus simple et on va pouvoir vraiment mélanger la mémoire et le calcul, parce que les opérations de calcul sont toutes simples, toutes petites, on peut vraiment les intégrer au milieu de la mémoire. Donc, on a fait par exemple un système comme ça avec l'Université d'Aix-Marseille et le CEA-Leti, où c'est un bloc un peu élémentaire qui mélange la mémoire. Donc là, vous voyez, c'est une image au microscope optique de notre système. Vous voyez les nouveaux composants et autour, il y a de l'électronique. L'électronique mélange comme ça la lecture de la mémoire et les calculs des réseaux binarisés. On utilise toutes sortes d'astuces pour faire ça, notamment on utilise des astuces pour réduire les erreurs, mais on n'élimine pas complètement les erreurs. Et ça, c'est l'aspect qui est extrêmement intéressant des réseaux binarisés. Ces réseaux binarisés, ils nous permettent de fonctionner avec des mémoires qui ne sont pas complètement parfaites. Et juste pour vous illustrer ça, je vous montre ces simulations. Donc ça, c'est des simulations sur des réseaux binarisés
qui ont été entraînés pour faire différentes tâches. Reconnaître des chiffres manuscrits, reconnaître des images typardistes, tâche relativement simple, et reconnaître des images ImageNet, la tâche un peu standard de l'intelligence artificielle, extrêmement compliquée. En axe Y, c'est la performance du réseau binarisé. Et en fait, ce qu'on fait sur l'axe X, c'est qu'on rajoute des erreurs dans les mémoires, vraiment artificiellement, pour voir l'impact des erreurs. Et vous voyez qu'on peut mettre jusqu'à même 10 puissance moins 3 de taux d'erreur sur les mémoires, c'est-à-dire une mémoire sur 1000 qui est incorrecte. Et pourtant, on a une précision qui est gardée équivalente, même sur la tâche ImageNet, qui est extrêmement difficile. La précision a à peine diminué. Et c'est parce que les réseaux de neurones, et tout particulièrement les réseaux binarisés, ont une forme de tolérance aux erreurs inhérente, parce qu'il y a une forme de redondance d'information qui est probablement quelque chose qui est commun avec le cerveau. Et donc, vraiment, en faisant ces réseaux binarisés en hardware, on implémente ces deux idées, calcul et mémoire approchée, et tolérer les erreurs. Et donc maintenant, on a réalisé un système complet, donc on vient de tester, où vraiment on implémente tout un réseau avec des blocs de memory store et les transistors autour qui font le calcul et qui a une consommation énergétique extrêmement intéressante. Je ne vous montre pas les résultats puisque la publication n'est pas encore soumise. Et maintenant, je vais vous montrer un autre travail, encore beaucoup plus futuriste. On va plus loin dans cette idée de travailler avec des composants imparfaits. Puisqu'en fait, donc, je reviens sur ces nouvelles technologies, ces technologies Memory Store. Donc, c'est un nanocomposant. Et l'idée, quand on le programme, c'est qu'on bouge les atomes qui sont à l'intérieur pour créer des filaments conducteurs entre les deux électrodes. Et selon la forme de ces filaments, ça change la résistance électrique du composant. Donc là, ce qui est présenté dans ces mesures, c'est des mesures qu'on a fait où on a programmé beaucoup de fois le même composant. Et l'idée, donc, c'est de le programmer à une conductance, donc c'est l'inverse de la résistance, de 90 microsiemens. Et vous voyez qu'à cause des imperfections du composant, à chaque fois qu'on le programme, on a une conductance un peu différente. Et la conductance finale qu'on obtient, elle suit une loi gaussienne. Et ça, c'est des mesures processées où on fait ça pour différents courants, où c'est tracé la valeur moyenne de la gaussienne et l'écart-type de la gaussienne. Et on voit qu'il suit des lois assez précises. En fait, quand bien même le composant est imparfait, la manière dont il est imparfait suit des lois mathématiques précises qu'on peut analyser et comprendre par la physique. Et c'est là qu'on a eu l'idée, mine de rien, en électronique, générer des nombres aléatoires selon une loi gaussienne, ce n'est pas quelque chose de si facile. Et là, c'est quelque chose qui se fait tout seul grâce aux imperfections des nanocomposants. Et en particulier, en intelligence artificielle, il y a des algorithmes. Donc, nous, on s'est intéressé à l'algorithme de Metropolis Hastings Markov Chain Monte Carlo. C'est un algorithme où vraiment on a besoin d'énormément de nombres aléatoires gaussiens. Et en fait, on génère des nouvelles versions des modèles par sampling. Et ces nouvelles versions des modèles, tous les paramètres doivent être issus d'une loi gaussienne. Donc, en quelque sorte, quand on fait du MCMC, ce qu'on a vraiment besoin, c'est de programmer des mémoires avec des valeurs aléatoires qui viennent d'une loi gaussienne. Et c'est là qu'on a réalisé, en fait, avec nos nouvelles composants mémoire, ce comportement vient complètement gratuitement. Il n'y a rien à faire, il suffit de programmer le composant et ça fera cette opération de sampling du MCMC. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait en vrai. On a utilisé, en gros, une grosse mémoire comme ça, avec 16 384 nanocomposants, et on les a programmés justement pour faire du sampling et implémenter ces étapes d'un MCMC. Et donc, je vous épargne un petit peu les détails de comment c'est fait, mais on a utilisé cette technique pour entraîner en fait ce réseau pour reproduire un MCMC comme ça en hardware, en nanocomposants, et on a pu l'entraîner à reconnaître des images de mammographie cancéreuses ou non cancéreuses. Et au final, comme c'est du MCMC, on obtient une collection de modèles qui ensuite on peut pooler pour obtenir la probabilité qu'une image est cancéreuse ou pas. Et à la fin, on a obtenu un système donc expérimental qui est capable de reconnaître si une image est cancéreuse avec 98% de précision, ce qui est aussi bien que ce que pourrait faire une implémentation purement software sur un ordinateur. Sauf que le processus d'apprentissage n'a pris que quelques microjoules, alors que sur un ordinateur, on était au joule. Donc voilà, donc je vous ai présenté un peu nos recherches. Évidemment, c'est des recherches vraiment futuristes. On est très loin des produits, très loin. C'est vraiment pour essayer de montrer la voie sur ce qui est possible. Mais je voulais vraiment montrer un peu des leçons qui viennent du cerveau sur comment faire l'intelligence artificielle de manière efficace, rapprocher le calcul et mémoire, c'est-à-dire vraiment réduire les mouvements de données, comme ça a été mentionné dans l'exposé précédent, essayer de travailler de manière approximative, ce qui aussi un peu répond à certaines idées qu'on avait dans l'exposé précédent,
et essayer d'exploiter la physique des composants. Donc, les réseaux de neurones basse précision sont une voie assez naturelle. Et des fois, quand on va vraiment aller très loin, aller jusqu'au point où les imperfections des composants peuvent être exploitées. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. C'était très projeté dans le futur et vraiment intéressant. Violaine, il y a des questions dans Oui. le pad? Tout à fait, il y a des questions. Donc, la première question, c'est est-ce qu'on connaît l'énergie nécessaire à la fabrication de ces nouvelles mémoires en comparaison des mémoires classiques? Alors, c'est une bonne question que j'avoue j'ai réfléchi en écoutant l'exposé précédent. Donc, je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas de réflexion. Mais voilà, si on regarde par exemple comment c'est fait celle-là, je pense que celle-là, elle est très très favorable parce qu'en fait, la mémoire, elle prend la place d'un via, c'est-à-dire de la connexion qu'il y a entre deux niveaux de métal du process. Donc, ce qu'on a à en faire en plus, donc il n'y a pas vraiment, il y a juste un masque en plus à faire. Et en fait, au niveau vraiment fabrication, ce qu'on a à faire par rapport à faire une puce sans la mémoire, c'est quasiment rien. Donc, je pense que cette mémoire-là, elle est extrêmement favorable. Il y a les mémoires magnétiques qui ont, pour le coup, sont significativement plus compliquées. Donc, celles, par exemple, qui sont dans le Fitbit, c'est pareil, elles prennent la place d'un VIA. Donc, on n'a pas tant d'étapes en plus, mais par contre, la mémoire elle-même, elle a beaucoup de couches avec beaucoup de matériaux différents. Donc, pour la mémoire RAM comme ça, je pense honnêtement, c'est hyper favorable. Pour la mémoire magnétique, je ne sais pas. Je vais me renseigner. C'est une question intéressante. Alors, il y a une autre question, c'est est-ce que C'est très l'entraînement est petit. réalisé… Et pardon, en électronique, petit, c'est plus c'est petit, moins c'est cher, et du coup, mieux on utilise nos ressources. Donc l'aspect petit est très très favorable au niveau consommation énergétique à fabriquer. Pardon. Alors, il y a une autre question, c'est est-ce que l'entraînement est réalisé sur du hardware parfait ou imparfait? Alors, dans les deux travaux que j'ai présentés, donc dans le premier travail, l'entraînement est fait sur un hardware parfait. On n'essaye même pas de faire l'entraînement sur la puce. Cela étant dit, on s'est rendu compte que comme ça va être exécuté sur un hardware imparfait, on a des résultats un peu meilleurs si pendant le processus d'apprentissage, on rajoute un peu artificiellement les imperfections qu'il y aura dans le hardware final. Et dans ce cas-là, le hardware, l'apprentissage s'adapte un petit peu pour donner un réseau de neurones un peu plus robuste qui se comportera un petit peu mieux sur le hardware imparfait. Mais donc, l'apprentissage lui-même, le faire sur un hardware imparfait, c'est très, très difficile. Parce que pour le coup, l'apprentissage par rétropropagation du gradient, qui est ce qu'on utilise pour les réseaux neurones normalement, ça nécessite des calculs assez précis. Et le faire sur un hardware imparfait, c'est un sujet de recherche extrêmement important qui est très, très difficile. Donc, c'est pour ça que dans les travaux que je vous ai présentés, on fait l'apprentissage imparfait avec le MCMC, qui là, pour le coup, ne nécessite pas cette précision, mais qui n'est pas pour les mêmes applications. Alors, il y a une question, alors que même si l'entraînement est cher, il ne se fait qu'une fois et est transférable. Est-ce que ce coût est vraiment significatif comparé à l'usage? Alors, NVIDIA a regardé ça et la réponse, donc évidemment, ça dépend, mais la réponse, c'est que dans la plupart des scénarios actuels de l'IA, le coût de l'entraînement est faible par rapport au coût d'inférence. Donc, c'est pour ça que la plupart des travaux, quand même, sur les accélérateurs d'IA se focalisent sur l'inférence. Cela dit, si on était capable de faire l'entraînement pour peu d'énergie, ça peut ouvrir des nouvelles applications. Par exemple, il y a beaucoup d'intérêt au niveau des dispositifs médicaux d'avoir une capacité d'entraînement dans le dispositif et éventuellement même une capacité d'entraînement qui ne s'arrêterait jamais, où le dispositif pourrait continuer d'évoluer selon l'évolution du patient. Donc, je réponds à ça. Donc oui, clairement, si on veut un impact environnemental immédiat, c'est plus l'inférence qu'il faut travailler, mais l'entraînement nous ouvre des nouvelles perspectives. Alors, il y a une question autour de l'importance du développement de nouveaux algorithmes pour ce type de hardware imparfait. Donc moi, c'est la dernière question. D'accord. Moi, personnellement, je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on fait dans notre labo. On est assez impliqué sur le côté algorithmique. Personnellement, je crois profondément que la bonne approche, c'est effectivement de faire du co-développement et de penser que notamment le fonctionnement du cerveau, il est très lié au fait que le hardware est imparfait et donc que c'est la bonne approche de regarder en même temps.
C'est mon point de vue, ce n'est pas forcément complètement partagé. Il y a des chercheurs beaucoup plus algorithmiques qui considèrent qu'il faut d'abord régler le côté algorithmique. Et une fois qu'on a notre algorithme préféré, bah là, on développe un hardware qui va avec les algorithmes qui va mieux. Donc, ce n'est pas un point qui est complètement consensuel, mais moi, je pense vraiment que l'avenir, c'est le co-développement et que le cerveau nous montre la voie pour ça. Merci beaucoup. Donc on va passer à un accélérateur plus contemporain, plus opérationnel, avec Fermat. Sébastien. Oui, bonjour. Bonjour. Je mets la vidéo. Oui. Alors, et je partage mon écran. Hop. Et si j'arrive à trouver le bouton pour faire en plein écran, ça serait magnifique. Excusez-moi. Bon, on le voit. Pour les speakers, si vous pouvez envoyer vos slides à François, merci. Merci. Il est où ce bouton magique? Je suis absolument désolé de la perte de temps. Je vais commencer à slideshow et en beginning. Voilà, excusez-moi. Donc, effectivement, je vais continuer à vous parler du principe de rapprocher le calcul et la mémoire. C'est un principe qui est bien, comme Damien l'a mentionné, extrêmement intéressant. On va le faire d'une manière qui est assez différente et on va essayer de se concentrer, nous, sur de la mémoire plutôt de l'ordre du terabyte, mais le principe reste fondamentalement le même. Et pour commencer la présentation, je vais pointer un petit peu des éléments qui nous a poussé sur le fond du problème. Pourquoi on a approché cette approche de l'architecture et de fabriquer un hardware nouveau pour des problématiques existantes. Donc, élément de référence qui, je pense, ne choquera personne dans l'audience, la quantité de données augmente de manière gigantesque, on le répète encore. Les conséquences de ça et les conséquences fondamentales de ça, pour nous, ont été la réflexion qu'effectivement, déplacer la donnée, prendre la donnée là où elle est stockée sur le long terme et l'amener à un endroit où on peut l'utiliser, reste un problématique qui est extrêmement cher à la fois en temps et en énergie. Alors, en temps, c'était un petit peu notre point de départ de notre réflexion, parce que quand on a un client qui a 10 téras de données, qui est obligé d'attendre 10 minutes pour avoir ces données accessibles, c'était un problème. Mais effectivement, quand on a commencé à regarder l'implication de prendre des données qui sont stockées dans de la mémoire de masse et l'effort qu'il faut faire pour la ramener à un endroit où on peut commencer à faire le début de calcul, ça semblait un petit peu bizarre. Et donc, autour de ça, on a réfléchi sur qu'est-ce serait cette architecture qui permettrait de s'assurer que les données, spécifiquement en se concentrant sur le big data, alors avec ma définition du big data, c'est des données qui ne rentrent plus en mémoire RAM, en tout cas plus d'une manière qui est rentablement économique. Comment on peut continuer à faire du calcul très rapidement, voire même plus rapidement qu'en mémoire, tout en gardant une architecture qui peut être assez simple. Et donc l'équation, elle est basée sur un concept qui s'appelle donc Computational Storage Architecture. En français, c'est effectivement de rajouter une capacité au système de stockage de masse, d'effectuer des calculs programmables directement sur ce sous-module-là. Donc, au lieu d'être dans un mode où je demande des données de mon système de stockage de masse, ça s'appelle du SSD, ramener ces éléments-là en mémoire, exécuter un calcul. Ce que je fais dans l'architecture, je vais vous présenter, c'est je décris mon calcul et je vais envoyer une description basiquement de ce calcul au système de stockage de masse. Je vais faire l'exécution en local et je retournerai les résultats si j'en ai besoin. Donc, d'une manière plus concrète, le principe de fonctionnement se transforme en du hardware. Donc là, je vais vous montrer la première génération de cartes Fermat. Je vais écrire un peu comment ça fonctionne. Et je vais aussi donner après ça, qu'est-ce qu'on a fait sur la deuxième génération au niveau amélioration à la fois énergétique, cycle de vie et performance. Donc sur le principe, une carte Fermat, c'est cette chose-là.
Ça contient à la fois un certain nombre de modules. Vous voyez un petit peu 2 sandwichs de modules et un module qui est séparé sur le côté. Et chacun des modules contient à la fois un calcul flash, un système de stockage en nombre d'SSD de 4 Tera par carte, et le composant qui est un FPGA avec des processeurs ARM. Donc, on a décidé de faire ce mode-là parce qu'on voulait optimiser la capacité de traitement en flux, en streaming, tout en gardant un niveau important de parallélisme pour s'assurer que les temps d'exécution soient les plus faibles possibles. Donc, quand on utilise un module Ferma, on positionne ça dans un slot GPU. C'est à peu près la même taille, c'est à peu près la même puissance. Ça contient jusqu'à 32 Tera de mémoire. La prochaine version pourra monter jusqu'à 64 Tera de stockage, qui est du stockage persistant. Si on perd on démarrage le système, les données sont complètement gardées. Et on va basiquement stocker les données. Ce n'est pas un file système normal. Pour des raisons d'optimisation, on stocke des données tabulaires sous un format optimisé. On peut écrire basiquement comme une base de données des datasets, rajouter des données, créer des datasets, et quand on a besoin d'exécuter des calculs sur les données qui sont stockées. Et ces calculs peuvent être définis par soit développés par Ferma, on a une librairie, soit développés par l'utilisateur final. Donc, ce concept de calcul qui est colocaté, excusez-moi pour l'anglicisme, avec le stockage, il est montré ici dans la première version. J'ai du stockage flash, des non-SSD, j'ai un compute engine qui est du FPGA et une capacité d'exécuter les algorithmes en passant l'un dans l'autre sans basculer par un système de cache, quoi que ce soit. Les données sont directement écrites dans le FPGA lors de l'exécution d'un algorithme. Et l'algorithme, on peut le reconfigurer en quelques millisecondes pour faire ces calculs. Donc, le deuxième niveau, c'est effectivement, on connaît, vous avez peut-être déjà vu des systèmes de computational storage comme ça. Notre idée, c'était de dire juste un module de computational storage, c'est intéressant, mais de monter un système entier dans la taille d'une carte GPU serait encore plus intéressante. Donc, le système complet Ferma, ce n'est pas juste 8 flash compute nodes, les éléments qui sont affichés, c'est aussi une carte, qui est la carte qui se branche dans le port PCI, qui contient le management processeur, qui est lui-même un FPGA, qui est capable de gérer de manière très efficace et très rapide les transferts de données entre le host, entre les cartes, etc. Donc, on a construit ces cartes-là, on a exploré des benchmarks, et la première benchmark qu'on a fait, qui était extrêmement intéressant, c'était une comparaison sur du traitement basiquement d'images 2D, mais une séquence d'images deux-dimensionnelles. Donc, on récupérait des données satellites, et l'algorithme était pour but d'extraire les nuages basiquement de l'image et de suivre, d'identifier chacun des zones de nuages et les suivre dans le temps. Et donc, on a comparé effectivement une exécution qui était faite d'un côté en 44 minutes sur du code qui était programmé en OpenCL assez efficace, versus notre exécution en 22 secondes, parce que fondamentalement, dans la version qui était non accélérée, il a fallu passer presque 10 minutes à lire les données depuis les SSD avant de démarrer le calcul. Notre capacité a été, puisque les données sont directement dans les SSD et que le système de calcul qui est directement sur la carte de Ferma est disponible, on peut démarrer le calcul instantanément sans avoir besoin de charger les données. Dans ce mode de fonctionnement-là, 100% de l'algorithme a été exécuté sur la carte elle-même Ferma, laissant l'autre, le processeur de l'autre être disponible pour faire d'autres choses. Donc, on a été plutôt content de l'accélération que ça a généré et le fait que ça soit significativement plus rapide était très, très intéressant. Le deuxième niveau de test qu'on a fait plus récemment, c'est du calcul qui était beaucoup plus, en tout cas complexe d'un point de vue définition mathématique. C'est un travail avec une banque qui avait une nécessité de calculer son exposition au taux d'intérêt. Si certaines personnes sont passionnées par ce sujet-là, je me ferai un plaisir d'expliquer un petit peu plus.
Mais basiquement, c'est complexe parce qu'il faut calculer des centaines de scénarios sur un effet de 25 ans de temps. C'est presque de la simulation pour chacun des points en possession du portfolio de la banque. Il faut calculer une centaine de scénarios sur les 25 prochaines années et fournir ces éléments-là. Et effectivement, la première étape, on a été extrêmement content, c'est une accélération très significative en termes de performance, qui était le premier point. Et le deuxième point qui intéresse énormément cette banque-là, c'est le fait qu'on met une carte Fermat dans un serveur. Et l'équation qu'on est en train de proposer, c'est non seulement effectivement on va plus vite, mais dans une enveloppe d'énergétique qui est beaucoup plus faible. Donc on passe de 42 minutes à un serveur qui a plus de 1200 watts d'après les informations qu'ils m'ont données, à un calcul qui est en 9 secondes sur une carte de 285 watts sur lequel on va mettre dans un serveur existant. Donc de leur point de vue, ce qu'on essaye de fournir, c'est non seulement une accélération en performance, c'est du travail qui est fait la nuit, généralement au cours de la journée, mais aussi une diminution du nombre de serveurs, parce que dans leur serveur existant, il y a une capacité à monter des cartes comme ça et à les faire vivre. Donc le deuxième point aussi, c'est par rapport au cycle de vie de ce genre de calcul-là, les cartes n'ont pas besoin d'être actives tout le temps. Donc on a fait plusieurs évolutions. Donc, ce que vous voyez sur le petit schéma, c'est les petites photos, c'est la nouvelle version des cartes, où il y a 2 points intéressants à noter. Un, on a une capacité à passiver ces cartes-là et à les rendre inactives quand elles ne sont pas nécessaires. Quand on a un calcul de 9 secondes, passer 500 millisecondes à la démarrer, c'est parfaitement compréhensible. Et on a rajouté, plutôt que d'avoir, comme vous avez vu sur les photos précédentes, des éléments soudés avec des cartes, des flash lamps soudés, on a préféré utiliser des composants off-the-shelf qui seraient plus faciles à changer. Donc, le petit truc crucial, si vous rapprochez de l'écran pour que vous utilisez un télescope, c'est des SSD, des disques durs SSD M2 qui permettent de changer et de faire évoluer ce système-là sans avoir besoin à changer complètement nos cartes. Donc, tous ces éléments-là nous ont fait réfléchir et on fait une proposition qui était, en tout cas par rapport à ces clients avec qui on a travaillé, extrêmement intéressant. Donc, on a une capacité de faire tourner dans une taille d'un GPU une très forte accélération au niveau de performance. Effectivement, il y a nécessité de réécrire et de changer les algorithmes en FPGA pour les faire tourner, mais comparé à ce que je pensais, ce n'était pas si complexe que là, ça, dans les cas qu'on avait. On a une proposition qui est extrêmement intéressante, qui est de mettre ces cartes-là dans des serveurs existants, même des serveurs, comme on est capable de, je dirais, déléguer 100% du calcul dans beaucoup de cas à la carte. Le fait que le serveur soit un petit peu sous-dimensionné et qu'il n'a pas besoin d'avoir 3 Tera de mémoire fait qu'on peut utiliser des serveurs un petit peu plus anciens. L'utilisation de mémoire des FPGA étant aussi reconnue comme étant un point important, ça permet aussi de contribuer à la performance globale. On peut mettre basiquement 17 FPGA et 32 SSD dans une carte qui a la forme d'un GPU pour avoir 32 Tera de stockage et faire du calcul dessus. Le fait que la nouvelle version en plus soit upgradable fait qu'on peut avoir, j'espère, des cycles de vie plus longs, les SSD augmentent vite, malgré effectivement, comme on a pointé, le fait que le coût de fabrication d'un SSD est extrêmement important. Je n'étais pas conscient de ça. Je suis extrêmement intéressé par l'avoir appris. Mais effectivement, moins de serveurs, plus de calculs en performance et un cycle de vie qui est plus long tout en étant au niveau énergétique assez efficace. Donc, à ce niveau-là, je ne sais pas exactement où j'en suis au niveau du temps. C'est parfait. C'est parfait. Magnifique. Violaine, tu te laisses les questions? Oui, il y a des questions. Donc, la première question, c'est dans les benchmarks de données spatiales, si on mettait un accélérateur FPGA dans le serveur Dell, on aurait quoi comme résultat? Pareil. En quoi le rapprochement… Parce que le problème du temps, c'est tout ce qui a tué la performance par rapport au premier truc, c'est le transfert des données. Voilà. Même si on était sur un disque dur en RAID 5 SSD, il a fallu je crois, un quart d'heure pour charger les 8 Tera de données. Donc, on avait fini les calculs avant d'avoir
Basiquement, le Fermat a fini son calcul avant que l'autre système de référence ait fini de charger ses données. Parce qu'aujourd'hui, le coût de la performance passait. Basiquement, le vrai bottleneck, c'est la transfert des données qui était en RAID 5. Et du coup, sur cette partie-là, est-ce qu'il serait peut-être possible, en effet, sur un Dell accéléré via FGPA, de recouvrir ces transferts mémoire haute accélérateur? Alors, s'il y a un moyen de transférer, alors même s'il y avait un GPU, on se retrouve avec le même problème, il faut que ça passe par le bus PCIe ou un bus annexe pour transférer les données. L'idée, c'est que nous, on a une bande passante entre le système de stockage et le FPGA qui est assez importante en elle-même. Et comme on l'a multiplié par 8 dans la première version, et en fait, on a 16 unités de calcul, on gagne fondamentalement sur la bande passante et la vitesse de bande passante. Si on est dans un mode où, je dirais, le bottleneck, ce n'est pas la bande passante PCIe, ou si ça rentre en mémoire et on est prêt à payer le prix en mémoire, le système, il faut regarder. C'est peut-être moins intéressant. Et si ça ne rentre pas en mémoire, si on a besoin de déplacer les données pour l'amener en mémoire, que ce soit depuis le disque vers la mémoire et ensuite l'envoyer vers un GPU, on se retrouve avec 2 déplacements de données. C'est cher souvent en temps et en énergie. Alors, il y a une autre question. Quel FPGA est utilisé? Xilinx et Intel Custom? Xilinx. Et la question se complète. J'imagine que les accès à la carte Fermat se fait en boîte noire du point de vue de l'utilisateur, rien de programmable. Il y a une API qui est assez haut niveau. L'API, c'est je crée des datasets, je mets des données sur les datasets, je lis les datasets. Donc ça, c'est d'assez haut niveau. Et ensuite, vous avez un algorithme development kit qui est de la doc et basiquement des scripts qui vous permettent de compiler vos algorithmes et de les simuler. Donc, c'est basé sur Vivado. Soit vous pouvez le faire en HLS, soit vous pouvez le faire en Verilog. Vous testez, vous faites vos tests bench, vous faites les algorithmes, vous les testez, et ensuite, il y a moyen de déployer ses propres algorithmes sur les FPGA. Voilà. Bon, il y avait la question suivante qui recoupait celle-là, qui était sur la programmation des cartes Fermat, langage de programmation standard, pérenne. HLS, fondamentalement, ça doit passer par le compilateur de Xilinx. Xilinx est malheureusement pas très open source, pour être honnête. Mais si ça finit par être du Verilog ou du VHDL, il n'y a aucun problème. On a testé du HLS. Le test qu'on a fait pour ce test-là, les fois 280, on a testé le HLS et c'est en HLS qu'on l'a fait, donc en C++. Par contre, il y a une façon de l'écrire, ce n'est pas du C++ standard, il faut savoir un peu ce qu'on fait. Alors, il y a une autre question, c'est a-t-on accès à des données énergétiques temps réel sur ce hardware, à l'image des données de type RAPL sur les processeurs Intel et AMD? Alors, on n'a pas implémenté ça, mais c'est une bonne idée. Ça serait bien qu'on l'implémente. Il faut que je réfléchisse comment on peut avoir ça, c'est une bonne idée. Une dernière question, ces méthodes de data-centric computation ne sont-elles pas limitées au cas d'interaction locale des données? Cela fonctionne-t-il si toutes les données doivent communiquer avec toutes les autres? Alors, bien évidemment, le cas le plus optimal, c'est effectivement quand on n'a pas besoin de discuter. Les cas les plus complexes pour nous, c'est ce qu'on appelle les joins à haute cardinalité. C'est si j'ai besoin de redistribuer les données entre les nœuds. Et c'est comme si vous voulez faire ça sur un système, je dirais, sur un cluster de serveurs. Vous avez besoin de redéplacer les données. L'intérêt, c'est comme on a un réseau qui est local entre les cartes, on est capable de le faire extrêmement rapidement avec moins de latence. Mais il y a des algorithmes par structure, il y a besoin de discussion. Si vous faites de la simulation, je pense 2D ou 3D, des choses comme ça, je ne suis pas sûr que la quantité de discussion entre les cartes fasse que c'est rentable. Par contre, si vous avez fait des données plus analytiques, analyser les données, générer des choses, ça peut marcher. Ça ne marchera pas dans tous les cas. S'il y a beaucoup de communication et peu de calcul, de mes oignons aussi. Ça va être compliqué. Est-ce que c'est clair? Oui, très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions sur le pad. Merci Super. beaucoup. Je vous rends l'écran. Merci beaucoup à tous. Merci. Donc, on va passer à tous avec Jean-Olivier et Stéphane. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Dans le cas, il faudrait que tu arrêtes ton micro.
Bon, je pense que c'est Jean-Olivier qui va partager notre présentation. On attend qu'il arrive. Non, je suis là, vous m'entendez? Oui, non, mais Oui. tu as partagé la presse? Normalement, mon écran est partagé, oui. Moi, je vois que Jog. On le voit pas. Ah, purée, c'est des trucs de sécurité. Je n'avais pas testé le partage d'écran, j'avais juste laissé tester. Tu peux partager ou pas, Stéphane? Sinon, faut que je redémarre Zoom. Je suis Non, 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 désolé. attends, si, je l'ai, moi, je l'ai là. Attends, je Ma tente. collègue me demande gentiment de redémarrer Zoom pour Non, autoriser le non, partage. attends, je fais partage, c'est où là maintenant? Je ne suis pas expert en Zoom. En bas. C'est Ah, t'as c'est en partagé bas l'écran. au milieu de l'écran. Oh, share screen, Je voilà, vais- merci. OK, screen. Oh. OK, share. Non, c'est pas ce Et, qu'il faut. C'est bon. et dites-moi si vous voyez mon écran, Oui. si vous. Oui, tout à fait. Je vais vous cacher, vous là. Hop. C'est bon? Oui, C'est bon. Comment je cache tout ça là? Non, c'est bon, là, on voit juste les transparents. OK, parfait. Bon, mais bonjour. On va aller vite au sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet qui est le Frugal HPC, on voulait juste parler quelques secondes de le contexte dans lequel ce sujet se situe. Atos s'est engagé, comme beaucoup de sociétés en ce moment, à être net zéro, mais vraiment en avance de phase. On a une cible 2028, ce qui est plus que 20 ans avant la cible de tout le monde. Et c'est juste pour vous dire que donc on a tout un programme avec beaucoup de dimensions, mais la dimension HPC contribue de manière conséquente à notre footprint, et donc c'est un peu notre phare pour comprendre et avancer sur tout ce qui est green. Et quand je dis tout ce qui est green, ça, c'est pas nouveau pour vous. Vous êtes tous, depuis des décennies, en train de travailler sur la conservation d'énergie, mais on verra dans la presse, quand on arrive sur cette notion de green, en plus de la conservation d'énergie, on a les dimensions de carbone et carbon accounting qui viennent s'ajouter à des problèmes que vous traitez depuis encore des décennies. Donc, avec ça, comme le temps est limité, on va juste poser des contextes et on va passer maintenant au sujet du jour là, avec Jean-Olivier. Bonjour à tous. Donc, l'idée est vraiment de présenter, comme Stéphane l'a introduit, un peu la démarche qu'on a au côté HPC, particulièrement au niveau de la gestion énergétique et la réduction de l'émission en CO2. Donc, l'un des premiers messages, c'est vraiment qu'on a pris le sujet dans son entièreté, c'est-à-dire par rapport à la présentation d'Étienne, par exemple, au début de la session. Effectivement, on a vraiment pris l'ensemble du life cycle. Et également les cas d'usage, c'est-à-dire que le sujet est vraiment traité dès le départ par rapport aux besoins et par rapport finalement à cette réponse aux besoins. Et une fois qu'on a finalement réussi à designer des solutions, que ce soit matériel ou logiciel, l'idée est de gérer aussi tout le cycle de vie, c'est-à-dire la phase d'avant-vente, la phase de réalisation, de fabrication, de livraison et de production, jusqu'au décommissionnement et au recyclage des solutions. Slide d'après. La présentation est un peu en trois phases, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on a aujourd'hui, les composants techniques qu'on a développés, alors déjà depuis pas mal d'années, je dirais, par exemple sur la partie des lames de calcul. L'utilisation du DLC, donc Direct Liquid Cooling, est plutôt standard aujourd'hui. Il y a 10 ans, ça l'était un petit peu moins, il y a 15 ans, encore moins. Il n'empêche que c'est quand même une des technologies qui permet de garantir un niveau d'efficacité énergétique relativement élevé et un coût de fabrication en termes d'empreinte relativement contenu. Alors après, forcément, il n'est pas nul, mais c'est quand même une solution qui, en termes d'efficacité, a fait ses preuves. On en est à la 3e génération, qui permet d'utiliser de l'eau tempérée, et pas de l'eau froide, par exemple, sur le système de cooling. Le deuxième élément sur lequel on s'est focalisé, c'est la compréhension de qu'est-ce qui consomme dans l'environnement logiciel et matériel.
C'est-à-dire quel est finalement les big blocks, les éléments les plus consommateurs dans les solutions que l'on vend. Donc pour ça, on a bien entendu fait tout ce qui est mesure. On ne va pas juste croire ce que nos fournisseurs finalement nous disent en termes de consommation. On a fait tout un ensemble et on continue de faire sur les nouvelles lames qu'on développe, sur les nouvelles solutions qu'on développe, des mesures. Et l'idée, c'est de fournir ces informations dès la phase d'avant-vente pour être capable de simuler la consommation théorique, la consommation pic, et une consommation opérationnelle par rapport à un workload des environnements que l'on vend. Et en production, bien sûr, on essaye de valider, c'est-à-dire de vérifier et de confirmer ces mesures par des logiciels qui font de la mesure constante, alors avec des fréquences plutôt acceptables de l'ordre de la minute en général, en out of band, c'est-à-dire sans impact sur les jobs, sur la consommation, sur l'efficacité des jobs, par défaut. Le troisième point, c'est vraiment l'optimisation de l'utilisation. Encore une fois, on revient sur le cas d'utilisation. On a des nouvelles infrastructures, on va dire, toutes les X années. On reparle un peu de ce qu'a présenté Mike tout à l'heure. Désolé sur la prononciation. Là aussi, l'idée, elle est vraiment de savoir si on utilise ou pas les nouvelles ressources de calcul à bon escient. Donc, il faut des outils de profiling. Alors ça, c'est c'est des usual suspects en HPC. Maintenant, on fait souvent du profiling au niveau du runtime. Nous, les questions qu'on s'est posées aussi par rapport aux données, c'est d'être capable de profiler les I/O. Ils sont quand même très consommatrices en termes d'énergie. En plus de ça, on a voulu vraiment offrir une capacité transparente, c'est-à-dire sans réécriture des codes, d'adaptation à la consommation énergétique. Donc, on a des outils qui se plug au-dessus des applications et qui sont capables de détecter les phases applicatives, CPU band, memory band, IO band ou les weights, et être capable d'adapter la fréquence des CPU en fonction de ces phases applicatives. Donc, de gagner en termes d'efficacité, en termes de consommation énergétique. Le dernier point de finalement les travaux actuels et qui sont déjà dans les solutions actuelles, c'est aussi tout ce qui est disponibilité. On a parlé tout à l'heure sur les problématiques de MTBF, d'assurer que le système fonctionne. Pour nous, c'est un vrai sujet, un vrai challenge aussi, d'être capable de monitorer la solution. Bon, ça, c'est un peu le truc de facto, mais être capable de le monitorer correctement dans son entièreté et surtout être capable de prendre des actions. C'est-à-dire, c'est pas juste du monitoring passif. L'idée est d'avoir du monitoring actif, entre autres avec des solutions comme la maintenance prédictive, qui permet, par exemple, de suggérer, ou en tout cas d'informer l'utilisateur ou le resource manager de ne pas soumettre ses jobs sur telle et telle ressource parce qu'il y a eu tant d'erreurs mémoire, donc on sait que dans un time frame d'une semaine ou un jour, globalement, le nœud risque de cracher. Après, c'est basé sur des modèles d'inférence en IA, mais qui donnent des résultats plutôt intéressants. Next slide, Stéphane. Alors, sur les sujets un peu moyen terme, donc moyen terme, hein, c'est pas 2030, hein, c'est vraiment dans les 1, 2 années qui viennent. L'idée, elle est déjà de mieux gérer le footprint carbone et de l'identifier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les PNL ou dans les bill of material que l'on a, par exemple, quand on répond à un appel d'offres, on est capable de fournir l'information en termes d'empreinte carbone sur le matériel qui sera vendu. Donc, en fonction du matériel, en fonction de l'infrastructure, que ce soit les CPU, les mémoires, les SSD, comme on a parlé, en termes d'empreintes qui sont plutôt très, 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 très élevées. Tout ça, on est capable de donner cette information. On est aussi capable de donner l'information sur le runtime, c'est-à-dire sur la partie production. Alors là aussi, en prenant en compte le PUE, la géographie, c'est-à-dire quelle est l'origine de l'électricité, etc. Autant l'information sur le matériel est relativement très précise, on se base sur une base Veritas EIME, autant sur la production, c'est plus fluctuant, parce que c'est fonction aussi de l'utilisation de la machine. On propose aussi une manière de compenser le carbone avec le DLA, le Decarbonation Level Agreement, qui permet aussi je ne sais plus comment on dit ça,
de couvrir finalement l'empreinte carbone ou le carbone utilisé dans les solutions que l'on vend. Un point aussi côté factory, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt bien géré aujourd'hui au niveau des différents fournisseurs, mais c'est vrai que de notre côté, c'est quelque chose qu'on a pris en compte il y a très longtemps. L'usine à Angers, donc en France, est neutre en carbone depuis 2017. Donc c'est vraiment un sujet qui a été pris il y a déjà quelques années. Et on continue d'améliorer les choses au niveau, au niveau réutilisation de composants, que ce soit des palettes, que ce soit des emballages, la réduction, plus exactement l'élimination de tout ce qui est plastique. Donc tout ça, c'est des choses que l'on fait au niveau de l'usine. Et le dernier point sur les leviers de décarbonation. Alors bien sûr, on a plein de sujets en co-innovation, en recherche et développement, où notre R&D est très impliqué dans différents projets, dans le contexte de TP4HPC, etc. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel on investit. On a différentes équipes qui sont vraiment impliquées à 100% là-dedans. Alors que ça soit dans les process, que ça soit dans les développements des logiciels, dans le développement du matériel, etc. Et par exemple, au niveau du logiciel, on réfléchit aujourd'hui à rajouter, c'était une des questions tout à l'heure dans le chat, de rajouter les informations carbone, donc quelle est l'empreinte carbone sur les jobs. Donc aujourd'hui, on a l'information énergétique, on sait combien un job consomme sur une machine donnée, en termes de kilowatts, en termes de watts ou en termes de kilowatts. L'idée est de rajouter le footprint CO2 par rapport à l'exécution de ces travaux. Next slide, Stéphane. Donc sur des travaux alors, qui ont démarré, ce n'est pas juste de la science-fiction ou entre guillemets, du délire ou des choses comme ça, c'est vraiment des choses pragmatiques. On a déjà monté plusieurs groupes de travail transverses au niveau du groupe Atos, donc pas uniquement au sein de l'entité HPC ou de l'entité BDS, qui est entre guillemets la partie maison mère, on va dire, de la partie HPC, IA et Quantum. Mais ce sont vraiment des sujets transverses. On travaille par exemple avec les équipes de WorldGrid, avec des agrégateurs d'énergie, etc. Donc, c'est vraiment des sujets très importants au niveau du groupe. On veut aussi, bien entendu, améliorer l'impact des consommations des solutions HPC qu'on vend. Alors, en y adjoignant des solutions d'énergie type pile à combustible, avec HDF Énergie, par exemple, en France. Donc, on travaille là aussi sur des solutions hybrides en termes d'infrastructure, d'énergie, de combiner ça avec des fournisseurs standards, avec des fournisseurs green et avec des solutions d'énergie renouvelable locales. Un autre point très important, alors pour les machines exascale, c'est juste de facto, mais c'est plus large que les problématiques exascale, c'est vraiment la modélarisation des solutions. Donc là aussi, on revient sur des choses qui ont été présentées un petit peu avant, sur la capacité d'avoir des solutions beaucoup plus modulaires et plus fines en termes de composants techniques, donc de parts remplaçables. Donc sur les prochaines générations de nos systèmes Bull Sequana X, on aura des Open Sequana qui permettent entre guillemets, de favoriser les développements et entre guillemets, la modularité des solutions. L'utilisation de clusters, entre guillemets, de technologies différentes, donc l'hétérogénéité va devenir quelque chose de facto. Ça aussi va rendre un peu plus compliqué le portage des codes, mais va aussi poser des challenges, pose déjà des challenges sur la gestion des ressources et l'optimisation de l'utilisation des ressources pour des steps des jobs, c'est-à-dire on va avoir beaucoup moins de jobs monolithiques, on va beaucoup plus passer sur des workflows applicatifs sur lesquels on utilisera des ressources différentes en fonction des étapes du workflow. Donc ça, il faut vraiment penser les gestionnaires de ressources et l'utilisation des ressources physiques beaucoup plus en adéquation avec les étapes des jobs. Et le dernier point qui fait écho là aussi à la présentation côté Fermat, sur le côté data-centrique et data-aware, c'est-à-dire être capable de mieux comprendre les data paths et d'optimiser ces data paths parce qu'ils sont très consommateurs, très gourmands en termes d'énergie et donc en termes d'empreinte carbone. Donc, d'insérer ces problématiques de gestion de la donnée au plus bas, on va dire, de la gestion des ressources et de l'optimisation de ces ressources. Voilà globalement les thématiques, les sujets sur lesquels on travaille.
T'es mute, Stéphane. Et juste pour résumer sur les sujets qui étaient présentés là, trois dimensions. Le premier point, c'est ce qu'on fait déjà depuis des décennies. On continue de éco-design et décarboniser. Et pour le groupe Atos, HPC est un peu la Formule 1. Et on apprend avec HPC et on décline ça sur le reste de nos offres. Évidemment, pour la suite, la deuxième partie, Next Gen Co-Innovation, je reprendrai juste à la fin à ce qui est dit Jean-Olivier, le partie Data Aware. Bon, on va combiner avec technologie qu'on a toujours fait, la notion de sustainability. Donc, on ajoute des dimensions green à ce qu'on est en train de faire. Et il y a le data dimension devient essentiel. Et le data dimension nous rapproche aux users parce qu'il faut que dans notre co-innovation, on soit plus proche des applications et des users pour les comprendre. Et le dernier point, on n'a pas parlé beaucoup, mais on voulait le mettre quand même. On a ouvert avec la notion de net zéro et carbon accounting. On n'a pas dit clairement dans les slides, mais le carbon accounting, c'est un nouveau coût. Donc, quand on va regarder un système HPC et son TCO, on ne va pas échapper au fait qu'il y a un coût. Il y a un coût de supply chain et il y a un coût de run de carbone. Carbon accounting, on dit, parce qu'il y a une ligne dans le P&L carbone dans les années à venir. Et cette ligne, on a vu des pourcentages, mais il faut vous donner juste une idée de ordre de magnitude, et puis j'arrête. Une grosse machine, 2 mégawatts, 1 mégawatt et demi, 2 mégawatts, on avait à peu près 15 000 tonnes du carbone pour la supply chain, avec un prix de carbone qui va être autour de 100 €. Vous voyez déjà, ça fait 1,5 million d'euros pour la supply chain. En gros, on peut dire que le run, c'est égal sur une période de 4-5 ans de supply chain. Il y a encore 1,5 million. Ça dépend, je vous donne des ordres de magnitude, parce que ça dépend des qualités d'énergie, etc. Mais pour vous dire, avec Net Zero et Green, ce n'est pas juste du marketing. Il y a un vrai cas de coût qu'il faudrait qu'on traite ensemble. Et avec ça, je crois qu'on a fini. Merci beaucoup. Donc, il y a quelques questions dans le chat, effectivement. Oui, ça génère des questions. Ouais. Alors, il y a une question sur le Direct Liquid Cooling qui pourrait être un problème dans l'idée de proposer de faire vivre des machines 10 à 15 ans en termes de complexité de coût de maintenance. On a effectivement une qui s'appelle Froggy à Grenoble qui en est un bon exemple, mais qui a déjà 10 ans. Donc voilà, la question autour du Direct Liquid Cooling. Alors, je n'ai pas de réponse absolue là-dessus. Je ne sais pas si Stéphane en a. Pour moi, effectivement, enfin, il peut forcément y avoir des soucis. Je dirais pas plus, pas moins le direct liquid cooling que sur d'autres technologies de cooling. Alors, les fans ont forcément une durée de vie encore plus faible que des solutions à direct liquid cooling. Après, c'est toutes les problématiques de qualité d'eau, d'arrivée d'eau, de température d'eau. Donc, il y a tout un ensemble de paramètres. Alors, je suis quasiment sûr qu'en R&D, il y a des études qui sont faites sur la durabilité, par exemple, des solutions et des plaques froides que l'on a dans nos lames. Je crois savoir, mais là, j'ai pas l'info là tout de suite, mais sur Sequana 3, donc les futures machines qui vont arriver l'année prochaine, il y a encore eu des études qui ont été faites justement pour garantir une meilleure efficacité et entre guillemets, s'assurer une durée de vie plus longue des machines. Après, voilà, c'est sûr qu'il y a toujours une limite de temps dans tout. Il y a de l'usure qui se crée malgré et contre tout. Je pense que le DLC est loin d'être un problème par rapport à ça. Alors, il y a une autre question sur quid de la production prédictive qui permettrait d'optimiser consommation énergétique des DC en fonction des caractéristiques des applications qui rentrent en machine. Alors ça, c'est une vraie question. Alors, effectivement, ce n'était pas dans les slides, mais c'est aussi un sujet qu'on regarde au niveau de l'équipe hybridation et de l'équipe scheduling. Être capable d'avoir une prédiction de workload et d'être capable de positionner des jobs, entre guillemets. Alors, aujourd'hui, pour être honnête, on regarde surtout les problématiques, par exemple en Allemagne, d'augmentation des coûts. Donc, d'être capable de positionner les jobs qui sont les plus consommateurs ou les plus énergivores, je vais dire ça comme ça, dans des temps où l'énergie est la moins chère. Donc après, sur des sujets comme ça, c'est toujours pareil, c'est des problématiques multiparamétriques. Donc le scheduling, c'est déjà un truc relativement complexe en termes
de gestion des priorités. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, c'est-à-dire à prédire un peu le workload et être capable de positionner les jobs en fonction des prédictions de workload. Encore une fois, ça dépend vraiment des sites, en tout cas sur ce que nous on a vu. Il y a des choses où c'est relativement prédictif et dans ce cas-là, c'est relativement simple. Et il y a des sites où c'est vraiment pas ou très peu prédictif. Et là, voilà, l'application est beaucoup plus complexe. Il y a aussi des dimensions ajoutées à ça, c'est suivant les sites. Tu as parlé de la notion de smart grid, donc il y a aussi une optimisation de l'input. Ça veut dire que quand on avance là, les années jusqu'à là, focalisé sur les machines, on est en train d'attendre la frontière pour aller vers la source d'énergie aussi. Ça ajoute une autre dimension et une optimisation de le carbon friendliness de l'énergie et en plus, comme dit Jean-Olivier, c'est un autre facteur de priorisation. Mais ça rend plus compliqué, mais on essaie de faire quand on va consommer, que ça soit au plus green possible. Donc, c'est une autre dimension qui rentre dans la formule. Alors, il y a deux questions, enfin une question et une remarque qui se recoupent sur le type de compensation carbone que vous utilisez, et en particulier une remarque sur le fait que planter des arbres, c'est pas forcément, enfin c'est plutôt du greenwashing qu'autre chose. Oui, non. Nous, Atos a acheté une société il y a un an qui s'appelle EcoAct, et effectivement, il y a des carbon crédits qui sont soit d'avoidance, on va dire reduction, ça veut dire éviter des choses dans l'avenir, et puis il y a des crédits de removals. Nous, quand on parle de carbon neutral, c'est des removals. Ça veut dire on extraire du carbone de l'atmosphère, égal à ce qu'on met dedans. Donc, on parle bien des removals et le sujet de greenwashing et des qualités des crédits est effectivement un vrai sujet. Et c'est pour ça, ici en bas, pour nous, mais aussi pour nos clients, on a des process de compliance, de gouvernance et de validation des projets, que ce soit nature-based avec des arbres ou technology-based avec un direct air capture ou même il y a plusieurs types maintenant, mais la réponse courte, c'est que nous, on fait un maximum pour assurer qualité haute et removal credits pour que ça soit pas du greenwashing. Et ça vient avec les certificats et c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec notre factory d'Angers depuis 2017. On achète des crédits, mais qui sont des crédits removal pour être propres dans notre discours. Il y a une question autour de la réduction des composants c'est la plastiques. dernière. Ah, pardon. Donc, quid de la réduction des composants plastiques ou des polluants dans les machines? Moi, je ne connais pas la réponse. Je peux vous dire, pas dans la machine, mais on commence, ce domaine est vraiment le Wild Wild West. On commence quand même avec le packaging. On a changé, donc, tout ce qui sort de l'usine avec le surpackaging que nous, on ajoute, c'est plus de plastique. On a fait des tests, on a fait valider avec R&D de protection, etc. Et on a des choses maintenant, tous nos packaging, il est biodégradable, recyclable, etc. Donc, on a commencé avec Easy Part First. Je sais que nos R&D commencent à regarder, mais le sourcing après des composants, il y a toujours une limite parce qu'on a des besoins des perfos. Mais ce qu'on commence à faire et regarder, c'est quand même limiter les transportations de ce qu'on source. Donc, le fait qu'on source 50% de nos composants en Europe et on a une cible de 100% pour la fin de la décennie en 2030, ça élimine la partie transport. Et la partie transport est très, très important dans la partie supply chain et dans le footprint de nos choses. Donc, deux choses qu'on traite et on ira sans doute dans la dimension plus spécifique qui était notée dans les pièces dans la machine, mais déjà on commence à traiter les choses qu'on comprend et qu'on peut impacter tout de suite. Merci beaucoup. Juste, est-ce que si jamais vous pouvez répondre aux questions qu'on n'a pas pu poser en direct directement dans le chat, ce serait, enfin dans le pad, ce serait très bien. Ok, on regardera. On regardera, pas de problème. Merci. Merci. Donc, on va terminer. Jean-Philippe, pour un Flash Europe. Bonjour, merci François, bonjour à tous. Alors là, c'est le moment dangereux où j'essaie de partager mon écran. En général, il y a plein de problèmes, mais on va essayer comme ça. Et hop. Ah bah ça se passe pas trop mal. C'est bon, ouais. Aujourd'hui est un bon jour. Après, j'ai essayé de le mettre. Oh oui, magnifique. Bon, écoutez, allons-y. J'ai pas... Le retard est modéré, je n'ai pas prétention de le rattraper, mais au moins de ne pas l'aggraver beaucoup plus.
J'ai grand plaisir à aujourd'hui vous refaire un petit exposé rapide. On avait pris cette habitude depuis pas mal de temps à l'Europe, de temps en temps, de faire ces petits flashs Europe. On avait peut-être un peu moins fait ça ces derniers temps, donc c'est un grand plaisir aujourd'hui. Donc, c'est un survol général très rapide et vous donner quelques pointeurs que je prendrai soin de vérifier, qui sont bien implantés dans le PDF qui sera diffusé à la fin, que vous puissiez vous y référer. Et donc, en fait, on ne sera pas totalement orthogonal en parlant Europe du sujet d'aujourd'hui, puisque cette préoccupation environnementale du HPC en général, elle est très fortement présente dans toutes les activités européennes HPC. Mais je vais essayer de vous redonner là aujourd'hui un cadre plus générique, on va dire. Alors, donc, focus, moi, sur EuroHPC. Il faut faire des choix. C'est le gros morceau du paysage européen du HPC aujourd'hui, cette entreprise commune EuroHPC. Mais la vie ne se résume pas entièrement à ça. Bien entendu, c'est très important, mais il y a d'autres sujets qui sont connexes, mais quand même un peu différents, qui pourraient un jour être évoqués. Soit la vision plus large de Horizon Europe, son cluster 4, où il y a le numérique, où il y a des choses un petit peu plus larges, que purement ce qui a trait ou ressort de EuroHPC. Il y a Destination Earth, enfin ce genre de choses. Ça pourra faire l'objet d'exposés futurs et du moins je le suggère, je l'encourage. Là, je vous livre des choses qui sont basées sur les informations disponibles à ce jour, on va dire essentiellement publiques, ou des choses qu'on peut recouper aisément en réfléchissant un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de choses en cours, en processus en ce moment. EuroHPC s'est mis en place à marche un peu forcée, plutôt à la rentrée et non pas plutôt dans l'année, donc plus tard que le démarrage formel d'Horizon Europe. EuroHPC a été refondé, puisque c'est la règle, un nouveau programme cadre appelle une reformalisation des partenariats, ce qu'est EuroHPC. Et donc, cette remise en place assez tardive de EuroHPC a provoqué une effervescence à la rentrée de tas de réunions du governing board refondé, etc., pour caler les choses importantes le plus vite possible. Certaines devenaient urgentes. Donc, le programme, ça marche par Work Programme annuel. Le Work Programme 2021 est essentiellement stabilisé, mais pas encore complètement. Donc, bon, ça commence à sortir, mais tout doucement. Quant au Work Programme 22, je vous donnerai des pistes possibles. C'est encore beaucoup à l'état de prédiscussion. Alors, le pointeur général, c'est celui de l'entreprise commune EuroHPC, où il y a beaucoup d'informations. Je me référerai pas mal où j'ai emprunté des bouts de l'exposé que je cite en dessous, là, qui a été fait récemment par Josephine Wood, qui est une personne clé auprès d'Anders Johnson dans EuroHPC, une journée organisée par la DGE, une journée d'information DGE. Alors, très vite, l'acquis EuroHPC depuis 3 ans est significatif. Il y a eu une première période 2018-2021. Voilà un snapshot rapide. Donc, il y a eu 7 machines commandées, dont une partie déjà installée ou en cours d'installation, 5 petites, on va dire, ou moyennes, et 2 grosses. Donc, la cartographie est connue. C'est Finlande, d'une part, pour une pré-exascale, et Italie, d'autre part. Et puis, les plus petites, Portugal, Slovénie, République tchèque, Bulgarie, et j'oublie toujours Luxembourg, bien sûr. Donc ça, c'est en train de se mettre en place. Et les heures commencent à être ouvertes par un processus générique de type allocation price, en l'occurrence, bien connu, en continuité avec ce que fait encore Price aujourd'hui. Donc les premières heures commencent à être disponibles, où les calls sont programmés. 2022 est assez bien cadré à cet égard. Donc vous pouvez aller y jeter un œil, j'ai mis le lien. Et notez sinon que la fameuse 8e machine, c'est-à-dire la 3e pré-exascale, qui pour le moment n'a pas fait l'objet d'une conclusion d'appel d'offres, l'appel d'offres vient de rouvrir. Il a été, disons, il y a eu 2 rounds infructueux jusque-là, dirons-nous. Et ça a ouvert très récemment, il y a quelques jours, et là, il faut qu'il y ait un repositionnement de réponse sur cet appel d'offres, donc à suivre pour la machine donc dite Mare Nostrum 5, le 3e pré-exascale visé pour hébergement en Espagne. Bon, donc là, je vous redonne juste, voilà, je ne détaille pas ce que cet extrait de l'exposé de Joe Wood récent sur les plannings d'installation. Quand on voit, les 2 vrais exascales vont arriver. Lumi, il y a déjà un morceau en place, et Leonardo, c'est prévu à partir de début 2022. Et certains des pétascales sont déjà ouverts, commencent à ouvrir aux utilisateurs. Alors, pour résumer aussi rapidement ce qui s'est passé dans la partie recherche et innovation d'EuroHPC phase 1, en fait, c'était partagé en 2 gros morceaux. Infrastructure, EuroHPC phase 1, qu'on vient de décrire rapidement, et deuxième partie, le fourre-tout, il y avait tout le restant, donc essentiellement R&D, technologie, hardware, enfin logiciel, matériel, application, mais également tout ce qui est
soutien et support aux usages, education and training, etc. Donc là, il y a eu une activité significative qui est un petit peu décrite ici, je ne vais pas détailler. Il y a eu différents appels à projets. Donc sur les technologies, il y a eu près de 30 projets matériels logiciels d'alloués, enfin à partir de 2019, et dont les tout derniers alloués démarrent à peine aujourd'hui, hein, pour dire un peu les délais. En fait, en gros, les délais de mise en place des projets, hélas, à ce jour, dans EuroHPC, sont sensiblement plus longs que ceux constatés dans Horizon 2020. Et les mécanismes bien plus compliqués, puisqu'il est question pour l'essentiel de cofinancement, la plupart du temps 50-50% par l'Europe via l'EuroHPC et les financements nationaux complémentaires d'autre part. Donc c'est beaucoup plus compliqué, parce que tout le monde n'est pas synchro de la même manière. Donc, malheureusement, ça rejaillit sur les temps de mise en place de projet. Bon. Donc, il y a eu ces calls-là, il y a eu des choses sur un master HPC dans la partie Education and Training, j'en dirai un mot. Il y a eu des choses sur ce qui s'appelle les centres de compétences. Bon, voilà, c'était l'essentiel de ce qui s'est mis en place dans les work programmes 2019 et 2020, en fait, et dont les derniers projets finalement de ce call démarrent là, un ce mois-ci ou deux, et puis deux autres on espère en janvier. Donc c'est compliqué, quoi. Alors maintenant, rapidement, EuroHPC pour phase 2 ou 2021-2027, on va appeler ça comme on veut. Ça s'appelle EuroHPC. Formellement, c'est une nouvelle forme de JU, mais c'est essentiel, c'est reloaded, hein, vraiment, c'est EuroHPC reloaded, mais c'est essentiellement la même chose avec des ajustements de règlement, des ajustements de fonctionnement, mais c'est en gros la même chose, quelques variantes. Donc, gouvernance, c'est à peu près la même chose. Il y a à ce jour toujours les demandes privées ETP for HPC pour représenter le cœur de HPC, et Dairo qui est ex-Big Data Value, mais en gros, c'est à peu près les mêmes personnes qui seront les demandes privées pour commencer. C'est ouvert, ça va peut-être d'ailleurs s'enrichir, évoluer prochainement. Il y aura des groupes conseils, les advisory groups à refonder que certains vous connaissiez sur les infrastructures, l'Infrag, ou sur le Research Innovation de la RIAG. Donc là, on est en cours de recomposition de ces groupes. Ça sera mieux compris, connu d'ici à la fin de l'année pour, espérons-le, redémarrer activement en janvier. Et là, il s'agit de conseiller, d'orienter le board d'EuroHPC dans ses décisions d'équipement, d'infrastructure ou dans ses soutiens et financements de R&D. Alors, surtout, important, c'est que les deux gros piliers précédents, infrastructure et R&I, ont été retravaillés pour, je pense, une meilleure lisibilité. Et puis, dans le fond, ce n'est pas forcément plus compliqué, mais la lisibilité est accrue. Alors, infrastructure reste le pilier en soi, c'est normal. Là, ça implique les grands acteurs centres de calcul essentiellement publics. Et tout le restant implique un mix de privé et de public. Donc, c'est découpé plus thématiquement. Donc, on retrouve les technologies, matériel, logiciel, on retrouve les applications, on retrouve tout ce qui est usage et compétences, skills and usage. Et puis, ils mettent en avant tout ce qui est le développement d'infrastructures au sens générique plus large, interconnexion des centres de calcul, les choses un peu fédérées ou qui peuvent être réparties ou mises génériquement sur plusieurs centres de calcul avec du réseau entre tout ça, c'est dans le pilier orange, là. Et puis, il y a aussi un pilier coopération internationale qui est intéressant, qui se cherche encore dans ses définitions, mais qui, je pense, est intéressant dans le paysage. Donc, le Work Programme 21 est presque ficelé. On a vu la fin d'appel d'offres par la de sortir. Les autres vont arriver, on espère, vite. Et le programme 2022 est à l'étude. Donc, pour finir, je vous donne 2-3 éclairages très vite sur ces deux séquences. Alors, tout d'abord, je ne vais pas vous refaire de la théorie comitologie et organisationnelle Europe, etc. Mais juste pour redonner les chiffres et choses connues, c'est que l'EuroHPC va tirer ses financements dans les années à venir de 3 grandes sources. Ce qui s'appelle Digital Europe, c'est-à-dire le programme Europe numérique en bon français, bénéficiera d'environ 2 milliards sur la poche plus vaste que prévue en numérique pour essentiellement alimenter parmi les piliers précédemment décrits, infrastructure, la fédération de services un peu généraux ou intercentres, et le support aux usages et éventuellement au développement de compétences et enseignement. Le cœur technologique, ce sera application technologie et des bouts de coopération internationale. Ça sera soutenu par un financement qui en fait est Horizon Europe, mais est fléché, réservé dans Horizon Europe Cluster 4 pour apporter la partie cofinancement 50% d'EuroHPC dans ces efforts. Et puis, il y a une poche spéciale qui serait à dépenser pour augmenter les capacités de vos réseaux d'interconnexion
haute performance, haute bande passante entre les centres, pour mettre à niveau, passer en gros, essayer de passer vers du terabit par seconde partout où c'est possible, entre les grands pôles, grands sites, grands centres participants, avec donc ce qu'on appelle un mécanisme de cofinancement CEF, hein, qui est un programme encore un petit peu spécial à part, qui a une nature au départ télécom et qui peut vertueusement apporter des financements ponctuels aéro-HPC dans ce cadre de meilleure connexion entre centres et de mise en place de réseaux plus haut débit européen. Bon. Donc, le principe général, c'est donc effectivement, si possible, complément national, des compléments nationaux mis en face, additionnés en face des contributions euro-HPC pour environ un équilibre en général 50-50. Bon, et puis après, là, ça redit un peu la même chose en plus compliqué. Mais vous voyez, c'est dans Eurozone Europe, il y a ce fameux cluster dit numéro 4, puisqu'il arrive là, dans la patate rose, en 4e position de la liste. Il est censé aider, alimenter en financement technologique, notamment le HPC, comme on le voit, et puis aussi l'ancien Excel, le KDT désormais, qui s'occupe, lui, de semi-conducteurs et de microélectronique, hein, qui a une connexité, un cousinage qu'on essaie d'ailleurs d'améliorer avec le HPC. Bon, et puis le Digital Europe, c'est ce que j'ai dit, hein, voilà, c'est un truc qui est plus vaste, hein, c'est le numérique au sens large, avec de l'IA, de la cyber, des développements de compétences numériques, et le HPC, c'est une énorme poche de plusieurs milliards. Le HPC a une assez jolie part, a priori, là-dedans, qui sera essentiellement utilisé pour les aspects équipement et infrastructure. Bon. Donc voilà, donc infrastructure, maintenant, le proche avenir, c'est ça. Il va y avoir le premier appel à candidature Exascale qui va sortir. Alors, au début, on pensait qu'ils seraient groupés les deux. Ils les ont découplés. Il y en a un qui va sortir imminemment sous peu, on pense dans quelques jours, et puis appeler une réponse dans les semaines, mois à venir, pour ensuite un vrai appel d'offres machine Exascale plus tard en 2022. Bon, la candidature naturelle, là, c'est l'Allemagne qui se prépare à marche forcée à répondre. Alors, il y aurait 250 millions côté Eurovin, à compléter par un financement allemand, un consortium autour de l'Allemagne, identique, pour un coût total de possession sur site de vie estimé à environ 500 millions d'euros. C'est le dimensionnement. Il y aura un deuxième appel à candidature, donc découplé dans 6 mois, 9 mois, enfin, c'est ce qu'on estime aujourd'hui. Donc là, ça serait naturellement, la France se prépare à vouloir répondre à ça. Et là, c'est organisé par le projet Exascale France avec Gensi et ses associés, qui travaillent dur déjà depuis quelques temps, hein, voilà, qui a encore un peu de temps maintenant pour se préparer, quelques mois de plus par rapport à ce qu'on aurait imaginé au départ. Et puis sinon, il y a une volonté claire de HPC de la Commission, qui est quand même la force motrice derrière HPC, la Commission européenne, il faut bien le voir, à travers son bras armé DigiConnect, de poursuivre des co-investissements. Alors, ils appellent plus ça des pétascales, c'est des mid-range supercomputers, faire éventuellement des mises à niveau au complément des pré-exascales existants, et puis de commencer à envisager une politique d'équipement en dispositifs quantiques complémentaires en environnement HPC. Voilà les grandes lignes. Alors, les applications, point très sensible, il y avait une très belle brochette de centres d'excellence Horizon 2020, Centers of Excellence for Computing Applications. Il y en a environ entre 12 et 15 actifs aujourd'hui. Il y en a eu financés depuis 2015, puis 2018, puis un petit peu 2020. Et un certain nombre de ceux qui ont démarré dans la deuxième phase 2018 vont arriver à échéance. Donc, il est très important qu'il n'y ait pas de discontinuité ici. Ça devient même critique. Et donc, là, la Commission y a travaillé à travers HPC. Ils ont aujourd'hui l'intention, la visée de mettre un financement significatif. Enfin, ce qu'on voit arriver, c'est potentiellement 45 plus 45 millions, hein, pour citer les choses. Ils ont par contre un montage un peu bizarre où ils distingueraient les exascales qui cherchent l'extreme scale de ceux qui cherchent des modes plus diversifiés d'usage du HPC, qui s'appelleraient plus science-innovation, dans un même appel à projet, mais avec une coloration soit l'un, soit l'autre. Et ça, c'est très ennuyeux, en fait, parce que c'est pas du tout, c'est un peu doctrinal et c'est pas nécessairement le reflet de ce qui se passe dans de nombreuses communautés scientifiques et dans de nombreux centres d'excellence existants. Or, il y a eu des tas de remontées des communautés de tout le monde vers la commission HPC sur ce sujet. Et, ils ont été un peu durs dans l'écoute. Et il y a encore d'autres discussions sur ces sujets et d'autres qui font que l'appel à projet n'est pas encore sorti et sortira peut-être un tout petit peu plus tard. Mais bon, en question de semaines, on l'espère, ça n'a que trop tardé déjà. Parce qu'il faut que les gens répondent, ensuite il faut que ça soit sélectionné, il faut que ça se mette en place. C'est beau si ça démarre en fin 2022 dans ces conditions. Or, ça va déjà mettre en situation délicate, j'en ai peur, un certain nombre d'activités existantes qui seraient bon de ne pas mettre en difficulté avec un fossé à traverser, un désert à traverser.
Bon, sur 2022, on ne dira pas grand-chose. Hein. Dans les pures générales, ben, vous prenez les piliers que j'ai cités, ben, tous font l'objet d'un centre de réflexion au niveau des groupes conseils qu'il y a eu jusqu'en 2021. Au niveau de Roche PC, du Governing Board, il y a encore beaucoup de travail de discussion pour affiner des projets possibles en technologie, matériel, logiciel en 2022, sur tout ce qui est expansion des usages, formation. On s'attend, il va y avoir des efforts supplémentaires, puisque ce qu'on appelle les centres de compétences HPC qui complétaient les centres d'excellence sur des sujets un peu différents. Il y avait un projet générique qui était court, qui arrive à échéance, donc on sent bien qu'ils vont vouloir le prolonger, le renouveler. En enseignement, il y a eu il y a un projet d'e-pilote qui a été alloué en 2021 sur que de programme 2020, qui s'appelle, c'est un master HPC pan-européen coordonné sur plusieurs pays. Le projet sélectionné s'appelle Hercules, il est porté par l'Université de Luxembourg, il démarre très certainement tout début 2022. Donc voilà. Donc là-dedans, la France est présente, notamment avec l'Université Paris-Sorbonne, enfin Sorbonne Université, et puis deux, trois autres acteurs, Terratech, etc. Donc il y aura sûrement une suite, il faut s'attendre à la pression et l'intérêt de ces sujets et leur importance intrinsèque, il y aura une suite à ces efforts en 2022, c'est ce qu'on s'attend à voir. Il y aura des choses sur les différents sujets, collectivité, fédération, coopération internationale. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas en dire grand-chose de plus. Voilà un petit schéma très basique, qui est très informel, hein, mais qui résume un peu la séquence. Vous voyez, on lit là-dessus qu'il y a des efforts continus d'équipement qui ont commencé dès 2019-2020. Ça s'installe en 2021, ça sera poursuivi en 2022. Après, les pétascales, pré-exascales et les exascales. Bon, là, il y a un montage assez complet, je pense. Les applications, on vient d'en parler. Hein. En violet, là, il est très important que les centres d'excellence naissent, puis qu'il y ait éventuellement après d'autres efforts. Hein, il y a des choses autres à faire que les centres d'excellence, je pense sur peut-être des recherches plus amont sur les logiciels, les algorithmes. C'est un peu ce qui est prévu quand même, hein, si j'ai bien compris. Et puis, les technologies, il y a plein de projets en cours, hein, comme je disais, depuis 2019-2020, qui certains n'ont même pas encore démarré. Donc, la grosse suite, il n'y a pas eu d'appel en 2021. La grosse suite, ça va être les appels en 2022, à partir de 2022. Et puis, sur les autres sujets également, comme on le disait. Bon, écoutez, j'ai largement assez parlé. Je termine par une page de rappel ou de publicité. La présidence française de l'Union européenne étant imminente pour ce semestre, hein, vous le savez, par rotation, la coutume désormais est que le Summit Week, qui s'appelle EuroHPC Summit Week, hein, c'est vraiment quelque chose qui correspond et qui est sous l'égide d'EuroHPC maintenant, qui a lieu tous les ans, typiquement depuis quelques années maintenant, à la frontière entre le premier et le deuxième trimestre de chaque année. Il est traditionnellement placé dans le pays qui est en présidence de l'Union européenne. Donc là, la France, Paris, Genesys travaille dur avec Press, TP4HPC en particulier, pour organiser ça à la Cité des Sciences et de la Villette, Cité des Sciences de la Villette, pardon, avec le format à peu près classique. Le programme est en train de se mettre en place, donc gardez un œil là-dessus. Voilà, on est fini. Alors, il y a une question dans le pad. Oui. Quels seraient les usages de telles connexions quand tu as parlé des connexions entre les centres de calcul? Pour revenir à la présentation d'Étienne, quel est le besoin? L'interconnexion renforcée, le centre de calcul. Moi, je ne sais même pas si je sais répondre. Je pense que de manière générale, c'est bon d'avoir des infrastructures solides de réseau. Comment ça a été dimensionné, dire il faut viser le 1 Tbit, c'est ça? Je ne saurais pas dire. Je pense que c'est bon. Maintenant, c'est pas les sujets que je suis le plus en détail. C'est sûr que c'est bon d'avoir des capacités de éventuellement déplacer des données. C'est plutôt une logique de données. Hein. Je ne pense pas qu'on cherche à coupler des calculs distants en mode distribué bizarroïde entre des centres lointains. Mais en revanche, en termes de fluidité d'échange de données, on fabrique des données à un endroit, on peut être amené à les traiter un peu ailleurs, ou inversement, on fabrique ou à les redistribuer ensuite dans des réseaux de centres sur certaines communautés. Je pense que c'est vertueux d'avoir des bons réseaux. Mais je ne suis pas convaincu qu'il y ait une étude très fine de fait à cet effet de type de besoin. Et c'est plus de suivre un peu l'état de l'art, il me semble. Il y a une autre question. A-t-on une statistique des types d'architecture achetées pour le HPC en Europe pour cette année ou les années à venir? CPU, GPU, ARM, Intel, AMD, etc. Alors, tout dépend. Alors, acheter en Europe, certainement que non, mais on peut
se faire des idées et des indications. Le top 500, mais avec ses limites qu'on connaît, qu'on pourrait discuter, donne sûrement, il suffit de faire des stats dans le top 500 pour une première idée à un certain niveau, mais ça couvrira que le top 500, hein, et ceux qui veulent bien aller dans le top 500, puisqu'on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui n'y vont pas, ou pas forcément tout de suite, n'est-ce pas, américains, chinois ou autres. Donc après, des stats plus complètes que ça, après, on a les fameuses études de marché ou de tendance, soit Hyperion, soit Intersect. C'est souvent les Américains qui font ça, mais je n'ai pas beaucoup mieux que ça. J'ai quelques références, mais je n'ai pas beaucoup mieux à vous proposer. Il y a une question. Il y a une question. Marie? Oui, tu n'as fait aucune allusion au European EOS, le Open Cloud, Science Cloud. L'EOS, oui, non, désolé. Comment ça se positionne? D'abord, oui, c'est vrai, Marie, tu as raison, j'aurais pu le mettre, comme je disais qu'on pourrait parler de bien d'autres sujets à l'occasion, comme le Destination Earth, l'EOSC, oui, c'était un exemple. L'EOSC ferait largement partie des sujets qu'on pourrait traiter indépendamment dans une autre présentation de gens d'ailleurs plus qualifiés que moi sur ce sujet. Moi, je dirais, pour moi, EOSC, c'est une sorte de coquille générique, tel que je le comprends, qui va se placer au niveau de services plus justement distribués, offrant des services de calcul de données qui viseront pas nécessairement à l'échelle extrême, mais qui assureront des services un peu génériques, récurrents et distribués sur l'infrastructure. C'est comme ça que je le vois. Alors, est-ce que ça se cause avec ROHPC? Pas énormément, mais je pense qu'il y a des marges de progrès à ce niveau-là, très, très, très probable et très possible. Est-ce que je préfère juste allusion à une chose que j'avais proposée, parce que j'étais dans les conseillers de Moedas quand il a lancé l'idée de Open Science Cloud, et moi je me bagarre pour une plateforme de publication. C'est-à-dire qu'on a besoin absolument d'infrastructures où toutes les publications sont publiées gratuitement. Le lecteur ne paye pas, l'auteur ne paye pas, c'est financé sur de l'argent public parce que c'est une infrastructure de recherche. Et ça, je ne suis pas du tout sûre que ça soit maintenu dans le projet actuel. Et donc, il faut garder un œil là-dessus parce que ça me semble vraiment important. Oui. Marie, je connais ton combat et je ne peux que soutenir. Mais je dirais que c'est une problématique à la rigueur beaucoup plus vaste que celle qui est la nôtre, pauvre lecteur du HPC, qui est ce domaine un peu particulier, important qu'on aime, mais qui est un tout petit peu particulier. C'est une problématique beaucoup plus vaste et transverse à toute la recherche. Mais en effet, ça serait de bon goût qu'un jour, c'est plus une problématique de capacité d'organisation, d'archivage de données. Oui, il serait heureux qu'à un moment donné, l'infrastructure plus diffuse, commune à tout le monde, de type EOSC, où il y a des gros grumeaux de HPC de ci, de là, des gros pôles HPC de ci, de là, arrive à aider là-dessus, bien entendu. On va conclure. Ça peut aussi inclure tout ce qui est open source. Hein, on peut étendre à des considérations de... Oui, et là, il y a des sujets qui pourraient être intéressants, puisque le ROHPC s'intéresse quand même à toutes ces open source logiciels, voire certains aspects matériels. Il y a des réflexions sur ce sujet-là qui pourraient être... Surtout l'idée de plateforme publique. Oui, on va conclure quand même. Je vous remercie. Je remercie les présentateurs. J'ai trouvé ça très intéressant ce matin. Et puis, merci l'assistance pour toutes les questions et les interactions. Et je suis désolé qu'on n'ait pas eu le temps de tout traiter en détail. Mais bon, il y a encore une session jeudi prochain. Donc, je vous dis à bientôt à tous. Merci.